Matin Première, 6h, 8h30. Il est 7h49, bonjour Thomas Guédisseux. Bonjour à tous et tous. Regard et retour sur cette année d'enseignement hors norme. On évoquait plus tôt dans la matinale la situation dans le secondaire et dans le primaire. Qu'en est-il dans le supérieur ? La ministre Valérie Glatini est notre invitée. Oui, ministre de l'enseignement supérieur, on va évoquer les perspectives, notamment de la rentrée pour cette jeunesse qui a quand même été au cœur de la crise sanitaire. On va aussi parler de sport. Les diables brillent, mais est-ce que le foot et le sport amateur en général brillent tout autant ? Bonjour Valérie Glatini. Bonjour. Quel regard vous posez sur cette année dans l'enseignement supérieur ? Ça a été dur pour les étudiants dans les universités, dans les hautes écoles. Est-ce que vous diriez que ce sont eux qui ont subi les mesures les plus strictes pendant l'année et jusqu'au bout ? C'est une certitude, c'était une année très difficile. C'était très difficile tout simplement d'avoir 20 ans en 2020-21. Et donc, c'est vraiment un exploit, je pense, que les étudiants aient réussi à rester connectés sur leurs apprentissages avec l'aide de leurs professeurs. Et on a eu une session d'examen qui nous inquiétait beaucoup, qui au final s'est bien passée. Alors il faudra évidemment être très attentif par rapport aux résultats. Ils sont en train de tomber pour l'instant. Il faudra faire une analyse de ceci pour pouvoir tirer un bilan complet de l'année. Mais on sait d'ores et déjà qu'une année dans le supérieur, ce n'est pas que la réussite, c'est aussi les contacts sociaux. Et on sait que c'est ça qui fait le sel d'une année dans l'enseignement supérieur. Et à ce niveau-là, il est tout à fait clair que les étudiants n'ont pas eu la même année que les années précédentes. Une inquiétude qui portait sur le niveau des études ou sur le décrochage, le ras-le-bol ? Je pense sur le décrochage. Il y avait des études qui ont indiqué qu'il y avait il y avait un sentiment de décrochage qui ne s'est pas matérialisé lors de la session de janvier, puisque nous avons eu des taux de participation aux examens stables et également une réussite légèrement en hausse. Mais il faut rester très attentif parce qu'on sait que la crise, c'était vraiment un processus d'usure qui s'est installé et un sentiment d'isolement important parmi les étudiants. De manière très concrète, les secondes sessions se dérouleront comment durant le mois d'août en fait ? On va avoir encore un dispositif compliqué ? Je pense que c'est de plus en plus simple et donc il y aura également toujours la possibilité d'avoir des examens en présentiel, alors avec une place sur 2 pour quand même garder un peu les distances sociales, et puis on s'oriente vers une rentrée 100% présentielle. 100% présentiel, mais avec le masque ? Et on est optimiste parce qu'en fait, on ne sait pas encore déterminer exactement la situation. Tout à fait. Donc l'idée, c'est que ce sera une rentrée 100% en présentiel, sauf si bien sûr la situation sanitaire devait se dégrader. On sait qu'il y a un point d'attention par rapport aux variants. Alors le masque, c'est un masque a priori. Donc bien sûr, on espère pouvoir réévaluer la situation fin août et pouvoir se passer du masque. Mais on sait aussi que dans les endroits où il y a un grand nombre de personnes, par exemple un auditoire, il y aura un point d'attention par rapport à cela. Également un point d'attention par rapport à l'aération. Mais je pense que cette perspective de rentrée 100% en présentiel, c'est avant tout une très bonne nouvelle que les étudiants espéraient. Est-ce que la vie sur le campus reviendra à la normale ? On parle des cours, mais on parle aussi de la vie estudiantine, de l'aspect festif. Tout ça est à l'arrêt depuis de nombreux mois. Est-ce qu'à un moment donné aussi, on va passer à un nouveau départ ? C'est essentiel de pouvoir reprendre des activités avec des contacts sociaux. On a parlé des fêtes étudiantes, on a parlé des activités dans les cercles. C'est évidemment très important pour les étudiants. Donc on fera une analyse au mois d'août de la situation, calquée également sur les mesures qui vont être prises pour le monde de la nuit et pour l'Horeca. Alors il faut se pencher aussi, Valérie Glatini, sur la situation financière, parce qu'on sait que la crise a montré que les compétences du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles étaient essentielles. Jeunesse, enseignement, culture, ONE, sport. Or, on sait que la Fédération Wallonie-Bruxelles sort exsangue financièrement de cette crise. Le ministre du Budget, Frédéric Dardenne, reconnaissait hier, sur notre antenne, que la situation n'est plus tenable. La situation n'est pas bonne. Quand on a environ 10% de déficit, ce n'est pas une bonne situation. Et on ne sait évidemment pas continuer avec ce système, cette situation financière, ce système de financement. Valérie Glatini, vous êtes ministre de l'Enseignement supérieur, ministre de la Jeunesse. Vous avez annoncé des budgets pour refinancer l'enseignement supérieur pour les assises de la jeunesse. Il va y avoir des sacrifices politiques, vu la situation budgétaire ? Moi, je pense qu'il ne faut pas se tromper de combat et investir dans une formation, c'est investir dans l'avenir. En Fédération Wallonie-Bruxelles, on n'a pas de matières premières comme le charbon ou le lithium. On a simplement la matière grise de nos étudiants. Donc, investir dans la formation, investir dans les cerveaux de nos jeunes, c'est un investissement rentable.
Mais la crise a montré que ces compétences étaient essentielles, cruciales, des priorités politiques. On a entendu ça durant toute la crise. Mais là, vu la situation budgétaire de la fédération, il y aura des grands choix qui vont devoir être faits quand même. Pourquoi alors il est clair qu'il faut faire des économies. Maintenant, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on ferait des économies significatives si la Fédération Wallonie-Bruxelles disparaissait, puisque c'est ça qui est en filigrane, c'est cette question qui est en filigrane. Il faut réfléchir à est-ce qu'on va vraiment y gagner si nous avons deux politiques différentes en matière d'enseignement supérieur, en matière de sport, en matière d'aide à la jeunesse, une à Bruxelles et une en région wallonne. Ça voudrait dire deux ministères, ça veut dire deux ministres, ça veut dire deux cabinets, ça veut dire deux administrations, donc je ne le pense pas. C'est un peu la politique de la terre brûlée en ce moment. On est en train de vouloir faire disparaître justement cette fédération Wallonie-Bruxelles en pointant tous les défauts et tous les problèmes. Moi, je suis une bruxelloise typique, donc avec un ancrage wallon important, puisque je viens de Marche-en-Famenne, et je pense qu'il n'y a pas suffisamment de différence entre les Bruxellois et les Wallons que pour imaginer des politiques différentes sur un espace qui est quand même restreint. Alors parlons justement de politique de la jeunesse. Si vous nous écoutez et que vous avez des ados, vos jeunes verront peut-être défiler cet été dans leur camp de jeunesse ou dans les centres culturels et les maisons de jeunes, ce qu'on a appelé la caravane des assises de la jeunesse, un projet que vous avez lancé, Valérie Latini, pour le but c'est recueillir la parole des jeunes. Alors c'est 15-35 ans, la palette est quand même bien large, pour traduire ça en propositions politiques. Concrètement, c'est quoi en fait? Mais on est parti d'une demande des jeunes qui disait les jeunes font partie de la solution, il faut que vous nous écoutiez. Et donc on a souhaité recueillir la parole des jeunes. On a lancé les assises samedi à Namur, et puis en effet cette caravane qui va à la rencontre des jeunes avec des points de chute dans les maisons des jeunes, les organisations de jeunesse, etc., qui va permettre aux jeunes de traduire leurs sentiments. On sait qu'ils ont été très impactés par la crise, et leur permettre de formuler ça en recommandations qui seront adressées aux politiques et qui auront l'occasion d'être présentées dans le cadre d'une grande conférence interministérielle jeunesse qui réunira les différents niveaux de pouvoir, parce qu'il y aura probablement des recommandations pour lutter contre la précarité étudiante, pour reconnecter les jeunes sur les activités des maisons de jeunes, etc. C'est une réponse justement aux critiques durant la crise, comme quoi vous étiez déconnecté de la précarité des étudiants, déconnecté du secteur jeunesse qui n'avait pas été assez entendu. C'est votre réponse politique à ça? Je pense qu'il y avait en effet beaucoup de critiques par rapport à cela, donc on avait essayé d'écouter autant que possible les jeunes, mais c'est vrai qu'ils ont été beaucoup plus impactés que les autres, je pense, par la crise. C'était plus facile d'avoir comme moi 47 ans et de subir les mesures sanitaires que d'avoir 18 ans. On sait qu'on a besoin de contacts sociaux à cet âge, c'est très important. Et juste pour revenir sur le budget et la jeunesse, les budgets qui ont été annoncés pour refinancer notamment certains secteurs de la jeunesse, là vous dites ce matin, on n'y touchera pas malgré la situation financière compliquée. Il y a des priorités qui ont été quand même fixées au sein de l'ensemble du gouvernement. Nous sommes tous bien conscients qu'il faut investir massivement dans notre jeunesse, et on a un grand plan 0-25 ans sur le principe duquel nous sommes en effet tous d'accord. Valérie Latini, vous êtes ministre en charge des sports à la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est J-2 avant le quart de finale des Diables Rouges contre l'Italie vendredi soir à l'Euro de football. Vous suivez l'Euro de football, Valérie? Ah oui, évidemment. Oui, les matchs des Diables aussi? Oui, tout à fait. Bon, il y a une basketteuse aussi qui ont terminé 3e à l'Euro de basket. On peut dire que le sport belge est à la fête, le sport d'élite. Mais est-ce que le sport amateur est aussi à la fête, selon vous, Valérie Latini? Mais je pense qu'il y a eu en effet un point d'attention par rapport au club, et je pense au foot amateur, mais pour toutes les autres disciplines aussi. Il y a eu évidemment des clubs qui ont été très impactés au niveau de leurs finances, et on connaît l'importance du sport amateur. C'est la base de la pyramide pour le sport de haut niveau finalement, puisque la majorité de nos diables, par exemple, ont transité par un club de foot amateur. Donc c'est très important de pouvoir solidifier cette base. Et on sait qu'il y avait un modèle économique des clubs qui les rend tout de même assez fragiles, puisqu'ils sont assez dépendants des buvettes, ils sont dépendants également, il y a des frais qui sont importants en termes de loyer, par exemple, pour une infrastructure. Et donc je pense que c'est en effet la bonne occasion de réfléchir sur le modèle économique de nos clubs, et puis au niveau des pouvoirs publics, de pouvoir continuer à les soutenir. Et on a mis sur pied un plan de détection des jeunes talents pour pouvoir permettre aux jeunes de pouvoir faire preuve de toutes leurs capacités, puisque certains
n'ont pas pu jouer les championnats. Donc l'idée, c'est de permettre aux clubs de pouvoir, sur du long terme, investir dans une détection des jeunes talents. Il y a la question du financement des clubs, mais il y a la question de l'enjeu sociétal, tout simplement du sport. La crise, ça a montré ça aussi. Je pense que le sport, c'était un vrai enjeu de société qui dépassait un peu plus que l'élite et les Diables Rouges. Là aussi, est-ce qu'il y a un moment donné, il y a un changement de vision politique sur ce que doit être le sport de manière générale comme vecteur d'émancipation, d'intégration? Oui, je suis convaincue que ce qui est ressorti de tout cela, c'est l'importance le rôle social du sport et puis aussi l'importance d'essayer de reconnecter les sportifs vers une pratique sportive organisée, puisque pendant le confinement, on pouvait tous faire du sport, mais c'était jogging, vélo, donc une pratique libre et individuelle, et cela ne satisfait pas les sportifs. Ils veulent retourner dans des clubs avec des activités sportives organisées, et tout l'enjeu, ce sera de permettre de reconnecter ces sportifs vers une activité organisée. On va terminer cette interview, Valérie Glatini, avec un point un peu d'information qui concerne les jeunes étudiants qui sont à la recherche d'études pour l'an prochain. On sait qu'il y a de nombreux établissements en Fédération Wallonie-Bruxelles qui ne sont pas reconnus. On a beaucoup évoqué dans nos journaux ces faux diplômes, ou en tout cas ces diplômes non reconnus qui posaient aussi des drames, parce que les étudiants lançaient des études et puis au final se retrouvaient avec un papier qui ne valait rien. Concrètement, où est-ce qu'on peut trouver la bonne information si on veut s'inscrire dans une université ou dans une école? Très simple, sur le site enseignement.be, et j'encourage les étudiants à se tourner vers ce site qui permet de voir si les études qu'on a décidé de suivre sont en effet reconnues, puisque ce sont ces études-là qui vont permettre d'accéder à un diplôme, suivre une passerelle vers d'autres études. C'est fréquent, et justement ces drames-là, ou en tout cas des... Non, ce n'est pas très fréquent, faussaires. mais il faut être conscient et pouvoir faire son choix en toute connaissance de cause. On peut évidemment suivre la formation de son choix, mais il faut savoir que si c'est une formation qui n'est pas reconnue, on peut avoir après des problèmes, par exemple pour une passerelle. Une adresse donc enseignement.be et un pronostic, Valérie Glatini, pour vendredi soir. 2-0 pour nous. Très joli pronostic. Merci beaucoup Valérie Glatini. Merci à vous.